robotiser la chirurgie de l'oreille moyenne à l'implantation cochléaire par l'équipe de La Pitié et d'Olivier Sterckers. D'Olivier Sterckers et de Yann Nguyen, qui regrette de ne pas pouvoir être là, mais qui a envoyé sa meilleure élève. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Anna Daoudi, je suis actuellement chef de clinique à La Pitié-Salpêtrière. Je remercie l'Académie de chirurgie de m'avoir plus ou moins invitée. Et puis la SFORL. Invité. Je vais vous parler d'un robot qui est dédié à la chirurgie otologique qui s'appelle le Robotol. C'était un projet qui était dirigé par le professeur Sterckers, qui est ici avec nous aujourd'hui, qui a été repris par le professeur Nguyen pour une utilisation clinique à l'hôpital. Il y a encore des projets de recherche clinique qu'on fait en laboratoire à l'Institut de l'audition avec la présence du docteur Evelyne Ferrari. Donc, le robot, aujourd'hui, il est utilisé au bloc opératoire pour la chirurgie de l'oreille moyenne et également l'implant cochléaire. Le Robotol a été développé dans l'unité INSERM du CERVI. C'était l'unité UMR 1159 qui était à l'époque à l'hôpital Bichat. Il a été développé entre 2006 et 2016. Donc, voici un prototype du bras robotisé. Il y avait plusieurs problématiques. Il fallait un robot qui soit assez précis pour opérer dans l'oreille moyenne, donc sur des structures qui faisaient quelques millimètres, et puis également qui pouvait travailler sur un champ opératoire très restreint, comme le conduit auditif externe, qui fait quelques millimètres également. Ce bras a 6 degrés aujourd'hui. Ce n'est pas un robot automatisé. Il est télécommandé par un chirurgien, donc par une Space Mouse que vous voyez là. C'est un joystick qui se bouge. Un peu comme un joystick de PlayStation. Et en fait, les mouvements qu'on fait avec le joystick sont reproduits par le bras robotisé à plusieurs vitesses que l'on peut régler. Et la vitesse minimale théorique est de 0,3 mm par seconde. Ce prototype a été repris par Colin et commercialisé avec obtention d'un marque HE en 2016. Donc, voici le robot tel qu'il est commercialisé aujourd'hui. On peut y articuler 2 bras différents, un bras porte-endoscope et puis un bras porte-instrument où on peut articuler différents instruments. Donc, il y a aujourd'hui un porte-laser et puis un outil d'insertion à l'implant cochléaire. Donc, nous l'utilisons, nous, au bloc opératoire depuis juillet 2019. Aujourd'hui, on utilise le robot au bloc opératoire dans 3 indications, l'autospongeuse, l'implant cochléaire et puis la chirurgie endoscopique. Le but dans l'autospongeuse, c'est pour les personnes qui sont là non ORL, l'autospongeuse, c'est une ostéodystrophie de la capsule optique. On a un blocage de l'étrier qui provoque une surdité de transmission pour les patients. Chez les patients qui sont gênés, on propose une chirurgie où on enlève l'étrier et puis on met ce qu'on appelle un piston pour rétablir la continuité de la chaîne musculaire et rétablir l'audition. Cette chirurgie a un risque de cophose, de perte d'audition totale, qui est rare, moins de 1% des patients, mais qui est non négligeable parce que c'est une chirurgie qui est fonctionnelle. Donc, le but avec le robot, c'était d'augmenter la précision sur des gestes qui sont un peu délicats, comme l'ouverture de l'oreille interne avec la platinotomie et puis le serrage du piston sur l'enclume, qui reste délicat. On l'utilise aujourd'hui uniquement pour porter le laser. Donc, que ce soit en technique manuelle ou en technique chirurgicale, notre méthode, c'est la même. On fait des voies du conduit auditif externe sous anesthésie générale la plupart du temps. Si l'on met le robot, on a un temps de champage qui est de 5 à 10 minutes et on utilise un laser KTP, c'est la fibre en verte, et on va le connecter au robot grâce à cet outil d'insertion avec le laser que l'on glisse à ce niveau-là. Après exérèse de l'étrier, on va réaliser une platinotomie. Donc ça, c'est une vidéo de platinotomie au laser. Donc on voit que le laser ne bouge pas du tout. Quand on compare avec la technique manuelle, on fait 1 à 3 tirs de laser KTP sur la platine pour préparer la platinotomie. Et puis par contre, on va la calibrer au moteur, au skitter Autotool. Ça se fait manuellement. Le robot ne porte pas pour l'instant de moteur. Ensuite, on met en place le piston. On utilise un piston, majoritairement le Nitibond. C'est un piston qui se serre sur l'enclume à l'aide du laser pour éviter le geste manuel à la pince. Ensuite, on va poser un caillot autour du pied du piston pour assurer l'étanchéité.
on a réalisé une étude sur les 31 patients opérés au robot d'une autospongieuse et on l'a comparé à un groupe opéré manuellement. C'était un groupe d'une trentaine de patients, équivalent en termes d'âge, en termes d'audition en préopératoire. Dans les deux groupes, il n'y a pas eu de complications, pas de cophose, pas de labyrinthisation. Évidemment, c'est un groupe de moins de 200 patients, donc une petite série. Quand on regarde les résultats en post-opératoire, donc là, vous avez le RIN post-opératoire, dans le groupe manuel en bleu, dans le groupe robot en orange à 1 mois. On voit que le RIN post-opératoire a été réduit, il est environ de 5 à 10 décibels dans les deux groupes, similaire dans les deux groupes. Et puis à 12 mois, également un RIN post-opératoire qui est toujours similaire dans les deux groupes, de moins de 15 décibels pour tous les patients, pour le groupe robot, et puis de moins de 15 décibels pour 91% des patients dans le groupe manuel. Représenté ici de façon un peu plus visuelle, donc en orange le groupe manuel, en bleu le groupe robot. L'audiométrie préopératoire avec le RIN à ce niveau-là, qui était similaire dans le groupe manuel et dans le groupe robot, et puis en post-opératoire, un RIN qui est fermé pour la plupart des patients dans les deux groupes. La deuxième indication, c'est l'utilisation du robot pour l'implantation cochléaire. Donc, c'est l'utilisation principale, en tout cas aujourd'hui, au bloc opératoire. On est 4 chirurgiens à utiliser le robot pour les implants cochléaires, ceci de manière systématique. Le but, c'était de diminuer le taux de translocation pour préserver, pour améliorer les performances auditives des patients à long terme, également une préservation de l'audition résiduelle s'il y en a, et puis découplage à d'autres technologies comme la neuronavigation ou l'électrocochléographie. Donc, le but, au fur et à mesure des années, on s'est porté sur une insertion atraumatique de l'implant cochléaire. On l'insère par la fenêtre ronde. Derrière la fenêtre ronde, il y a la rampe tympanique, donc vous voyez en violet. Et le but, c'est d'insérer le porte-électrode dans la rampe tympanique de la base jusqu'à l'apex. Donc, en fait, le but, c'est qu'il ne traverse pas la membrane basilaire que vous voyez là, qui sépare la rampe tympanique de la rampe vestibulaire en verte. C'est au niveau de la membrane basilaire qu'on a l'organe de Corti. Donc, le but, c'est de le respecter. Pourquoi? Pour réduire le traumatisme intracochléaire. À droite, une coupe histologique de cochlée chez un patient qui est décédé, qui a été implanté depuis une dizaine d'années. Vous voyez l'implant cochléaire ici, qui est pourtant inséré en rampe tympanique, mais il y a quand même une réaction de fibrose, vous voyez en jaune, et d'ossification en bleu. Et en fait, certaines études ont montré une corrélation négative entre l'apparition de fibrose et d'ossification avec les performances auditives à long terme. Une insertion atraumatique également pour préserver l'audition résiduelle. En fait, ce sont certains patients qui n'ont pas d'intelligibilité, donc qui rentrent dans les critères de l'implant cochléaire, mais à l'audiogramme, ils ont quand même des fréquences graves. On peut les préserver. Le but est en fait de réaliser une stimulation bimodale qui sera électrique à la base de la cochlée pour les fréquences aiguës, donc dans la zone non fonctionnelle de la cochlée, et puis qui reste acoustique à l'apex de la cochlée pour les fréquences graves. Ceci est possible évidemment que si en post-opératoire, on a réussi à préserver cette audition. Et il a été prouvé que ces patients qui portent un implant, donc ça s'appelle électroacoustique, qu'ils ont de meilleures performances auditives dans le silence, mais aussi dans le bruit, et puis une meilleure perception de la musique. Aujourd'hui, on peut utiliser l'insertion robotisée pratiquement pour tous les types de porte-électrodes. Donc, tous les porte-électrodes droits, on a plusieurs marques avec des diamètres de porte-électrodes qui varient, des nombres d'électrodes qui varient également selon les marques. Il y a Cochlear, Advanced Bionics, Medel, Oticon qui aujourd'hui n'est plus commercialisé, et puis Neurotron qui est utilisé en Chine uniquement. On a un porte-électrode périmodulaire que l'on peut mettre avec le robot, il s'appelle l'AB Midscala. Il s'insère en fait avec cet outil d'insertion et non à la main à l'aide d'une pince comme classiquement réalisé. L'implant, on positionne cet outil à l'entrée de la fenêtre de la cochlée, au niveau de la fenêtre ronde, et puis on va pousser le stylet bleu que vous voyez là, et l'implant va s'insérer dans la cochlée et va prendre directement une orientation arrondie autour du modulus. Pour vous montrer un exemple, voici une vidéo d'insertion robotisée en utilisant le Robotol. Donc, on voit la tympanotomie postérieure, on a commencé à réaliser l'insertion du porte-électrode par la fenêtre ronde à ce niveau-là. Le robot est ici. Le point positif, quand on compare à une technique manuelle, c'est qu'on peut laisser le porte-électrode en place et par exemple bouger l'axe de vue du microscope.
L'insertion est assez constante et lente. À droite, une vidéo d'insertion en technique manuelle faite par un chirurgien expérimenté. Mais on voit tout de même que l'insertion est un peu moins lente, avec quelques tremblements malgré tout quand on compare avec la vidéo à gauche. Donc, on a inséré notre implant, mais comment vérifier s'il y a eu des traumatismes intracochléaires? Le seul examen de radiologie qu'on a en post-opératoire, c'est un scanner, mais il est très artefacté par les électrodes, et donc on ne voit pas bien la membrane basilaire. Il y a eu des techniques de reconstruction 3D qui ont été développées, dont une dans notre laboratoire par le docteur Torres. En fait, on fusionne deux imageries, une préopératoire où on visualise la membrane basilaire, une post-opératoire où on visualise le porte-électrode. Et en fait, en fusionnant ces deux imageries, on a la position du porte-électrode par rapport à la membrane basilaire. Ces techniques ont un peu été modifiées. On utilise maintenant des membranes basilaires modèles selon la taille de la cochlée, le porte-électrode à ce niveau-là, et on fusionne les deux images grâce à 4 points qui sont toujours les mêmes. Elle a été comparée à l'analyse histologique et elle est fiable. Donc, on a ce genre d'image, le porte-électrode en bleu, la membrane basilaire en vert, et pour chaque électrode, on peut dire si elle est en rampe tympanique ou si elle est au-dessus de la membrane basilaire. Dans ce cas-là, elle serait transloquée. On a reconstruit comme ça les 50 premiers patients insérés au robot. Donc, vous avez représenté de façon linéaire chaque porte-électrode de la fenêtre ronde jusqu'à l'apex de la cochlée, un implant. Les électrodes en vert, c'est les électrodes correctement insérées en rampe tympanique. Les électrodes en rouge, c'est les électrodes transloquées. Je vous les ai classés par marque. Donc, on a Cochlear, Advanced Bionics, Medel, Oticon. Et puis là, le porte-électrode périmodulaire, qui est le Mitscala. Quand on regarde la localisation de la translocation, elle arrive souvent au milieu en fait, du porte-électrode. C'est au niveau du premier tournant de la cochlée, zone charnière souvent décrite dans la littérature. On a compté le nombre d'électrodes transloquées dans le groupe robot et dans le groupe manuel. Et on a retrouvé 2 fois moins d'électrodes transloquées avec le robot qu'avec le manuel. Donc, c'était 7% avec le robot contre 16% dans le groupe manuel. Ceci uniquement pour les porte-électrodes droits. Donc, en porte-électrode périmodulaire, on avait le Mitscala avec l'outil d'insertion que je vous ai montré. On pousse le stylet bleu. Pour ce type de porte-électrode, on n'a pas eu de bénéfice du robot. En fait, cette insertion est semi-robot assisté, on va dire, puisque l'outil est maintenu par le robot, mais en fait, le stylet bleu, on le pousse à la main. Donc, voilà, il n'y a pas de bénéfice du robot pour les porte-électrodes périmodulaires. Un autre intérêt du robot et des nouvelles technologies, c'est le monitoring par électrocochléographie. En fait, c'est les patients dont je vous ai parlé qui ont des fréquences graves et qu'on souhaite préserver. On peut monitorer en temps réel ces fréquences graves grâce à l'électrocochléographie, donc pour enregistrer les potentiels électriques cochléaires. On va, avant de champer, mettre un écouteur dans l'oreille du patient, stimuler les fréquences que l'on souhaite surveiller. Donc ici, c'est du 250 et du 500 Hz qui sont à ce niveau-là. L'électrode de stimulation par laquelle on peut avoir un potentiel électrique, c'est la dernière électrode de l'implant, ce qui fait que quand on commence à insérer cette électrode par la fenêtre ronde, on va avoir un signal qui va augmenter au fur et à mesure. En fait, plus on insère l'implant dans la cochlée, plus il se rapproche de cette zone à l'apex de la cochlée que l'on stimule, qui représente les fréquences graves, et plus le signal va augmenter. Ça, si tout se passe bien. Quelquefois, le signal peut chuter et en fait, il a été montré que cette chute est prédictive d'une perte de l'audition résiduelle en post-opératoire. Si ça chute, comme c'est en temps réel, on peut ralentir l'insertion, l'arrêter, faire une pause le temps que ça remonte ou, si on a assez inséré l'implant, dire qu'on arrête d'insérer l'implant et qu'on le laisse comme ça. C'est assez pratique avec le robot parce qu'en manuel, c'est difficile d'arrêter d'insérer et de rester immobile pendant plusieurs secondes à minutes. On a réalisé une surveillance de cette audition résiduelle avec l'écho-G et le robot chez 16 patients et on a pu préserver l'audition résiduelle pour 13 d'entre eux. Une dernière utilisation, c'est la chirurgie endoscopique.
Hop. Donc, quand on va au bloc opératoire, là, on opérait une oreille gauche, donc où la tête était fléchie vers la droite. On positionne toujours le robot en face du patient, en face du chirurgien. On a le bras du robotol porte-endoscope. L'optique, ce n'est pas des optiques d'endonasales, c'est des optiques spécifiques qui sont plus longues et un peu plus fines. La tête de caméra, on peut utiliser n'importe laquelle. Et puis, on chambre quand même le microscope derrière le chirurgien. En cas de difficulté, on préfère convertir. Le professeur Vérieux vous en a parlé tout à l'heure. La chirurgie endoscopique se fait à une main. En fait, il y a une main qui porte l'endoscope, une main qui opère. C'est très inhabituel pour des chirurgiens otologiques puisqu'on est habitué à avoir nos deux mains, la main gauche qui porte l'aspiration et puis la main droite qui a un instrument. Donc, pour la chirurgie endoscopique classique, il y a une grosse courbe d'apprentissage et une gestuelle qui est différente. Et il y a des temps qui sont censés être simples, comme l'incision du conduit, comme vous voyez là, et le décollement du lambeau tympano-méatal, qui peuvent prendre du temps quand on a une seule main, en particulier si ça saigne. L'utilisation du robot nous permet d'opérer à deux mains et donc d'avoir une aspiration à la main gauche comme d'habitude, et puis un autre instrument dans la main droite. Il y a quand même une courbe d'apprentissage parce qu'on opère avec 3 instruments dans le conduit auditif externe et pas 2. Donc, des fois, il y a des conflits. On n'est pas habitué à avoir on a une moins bonne amplitude que quand on opère au microscope. Donc, l'aspiration nous aide pour décoller le lambeau tympano-méatal, également disséquer le tympan du manche du marteau. On a la possibilité de fraiser en conduit auditif externe, ce qui est difficile à faire quand on n'a pas d'aspiration. On est obligé d'utiliser souvent un moteur piézoélectrique. Pour reconstruire le tympan, renforcer le tympan par du cartilage à ce niveau-là et poser une aponévrose temporale, on est plus à l'aise. On peut tourner le cartilage, l'aponévrose avec nos 2 outils. On peut également, par la cavité de mastoïdectomie, aller contrôler la bonne position d'une ossiculoplastie. Dans ce cas-là, on avait mis une prothèse totale et on va aller contrôler sa bonne position. Donc, le cartilage de renforcement tympanique, la prothèse totale qui est posée sur la fenêtre ronde. Le point positif également, c'est que l'endoscope, il est maintenu par le robot. Une fois qu'on l'a positionné, il ne bouge pas. Donc, il n'y a pas de risque de traumatisme de la chaîne ossiculaire comme on a pour l'endoscopie manuelle. On a publié une étude sur les 37 patients, le premier patient opéré par avec la chirurgie endoscopique robotisée. C'était des pathologies assez diverses. Il y avait du cholestéatome, une l'otite chronique, des poches de rétraction, des perforations. Il y avait un paragangliome. On a réalisé des tympanoplasties simples, donc de type 1, ou des tympanoplasties avec ossiculoplastie, donc de type 2 ou 3, avec prothèse partielle ou totale. Voici les résultats obtenus. Donc ça, c'est pour la tympanoplastie type 1, type 2 et type 3. Les performances auditives sont en orange pour le post-opératoire et en noir pour le préopératoire. On a des gains qui sont variables selon la technique utilisée. 68% des patients ont été opérés en chirurgie ambulatoire. Tous n'avaient pas de cicatrice derrière l'oreille puisqu'on a fait une chirurgie par voie endoscopique par le conduit. Et tous n'avaient pas de perforation résiduelle. Il y a eu un suivi d'un peu moins d'1 an. Donc, le robotol est maintenant un dispositif courant de notre bloc opératoire. Pour l'autospongiose, il assure confort et sécurité pour les tirs au laser. Pour l'implant cochléaire, on a une diminution du traumatisme intracochléaire. Et pour la chirurgie endoscopique, on a une diminution de la courbe d'apprentissage. Je précise que pour la chirurgie des implants cochléaires, il faut savoir que les implants cochléaires, ça s'adresse aux surdité profonde, que c'est un problème à la fois technologique, un problème de santé publique important, avec des grosses implications pour la collectivité, que dans toutes les villes de CHU, il y a un centre qui s'occupe d'implants cochléaires et qu'à Paris, il y a un centre qui s'occupe des implants cochléaires adultes et 2 centres qui s'occupent des implants cochléaires enfants. Alors maintenant, il y a 2 centres à Paris, il y a le Kremlin-Bicêtre et puis la Pitié. Oui, enfin bon, avec une... Est-ce que vous avez des questions?
curiosité. Oui, de curiosité. Bon, je pense que vous avez utilisé le Robotol parce qu'il a été développé chez vous, etc., et que ça a été dans la continuité, d'une part, parce que bon, il y a d'autres robots d'implantation et des robots d'implantation automatique aussi de l'électrode. C'est pas du tout la même technique. Les autres robots qui existent, c'est plus là, on utilise le robot pour insérer le porte-électrode et pas pour le début de l'intervention, on fait une mastoïdectomie. Toute cette partie, nous, on l'a fait manuellement. On s'est concentré sur l'insertion du porte-électrode, qui nous paraît la partie la plus importante de la chirurgie. Les autres robots qui existent, automatisés, oui, qui visent à réaliser un fraisage mini-invasif de la mastoïde jusqu'à la fenêtre ronde. C'est des procédures qui sont aujourd'hui assez longues, qu'on ne peut pas utiliser pour tous les implants de manière systématique. Et qui se focalise sur la voie chirurgicale et pas sur l'insertion de l'implant. Olivier. Non, il n'y a pas plusieurs robots qui permettent d'insérer l'électrode, ça c'est pas juste. Il y a un robot qui a été mis au point à Berne par un ami qui consiste à aller de l'extérieur vers la cochlée. L'idée était de ne pas faire de mastoïdectomie. Mais une fois qu'il est dans la caisse de l'oreille, il ne sait plus quoi faire, il faut reprendre la technique habituelle et insérer en manuel. Techniquement, c'est remarquable. C'était une très belle réalisation. C'est un peu la montagne qui a accouché d'une souris parce qu'on ne peut faire qu'une opération. Ça n'a pas d'intérêt réel. Ce qu'on a voulu faire, c'était en fait une observation que j'ai faite. J'opérais au microscope avec un très gros grossissement parce que je voulais être précis, même si je perdais de la profondeur de champ. Et je me suis rendu compte que je supportais mon tremblement. Je pense que les gens qui n'augmentent pas la magnification du microscope, c'est qu'ils ne supportent pas leur tremblement. Mais après, il a fallu savoir comment résoudre cela. Et ce n'est pas vraiment par une chance, c'est une discussion de cafétéria de Beaujon, où une pneumologue, vous connaissez son frère qui est chirurgien thoracique, je crois, à Bichat, Daniel Murciano, qui était proche de Christian Bréchot, et qui m'a dit on cherche un chirurgien pour mettre au point un robot et lui faire une unité INSERM. Et si Maresco ne présente pas une unité, tu l'auras. Et je l'ai eu. Donc le projet, il a été conceptualisé pour comment faire pour avoir le geste le plus précis possible. Et là, toute l'équipe a travaillé. Mon premier agrégé qui est parti après à Dijon a laissé l'unité. C'est Yann qui l'a repris. Moi-même, je n'ai jamais utilisé le robot parce que je suis parti à la retraite un peu trop tôt. Mais il est rentré au bloc au moment où je partais. Mais l'idée, c'était, ce que m'a fait comprendre la paix pour le financer, il fallait que le coût soit modéré. Bon, quand la société a été rachetée par le nouveau PDG avec ses investisseurs derrière à doubler le prix, mais ce n'est pas le prix que j'avais mis initialement quand j'ai fait vendre les deux premiers, l'un en Belgique et l'autre à Shanghai. 2, qu'on l'utilise au quotidien et que plusieurs chirurgiens l'utilisent, ce qui a été le cas, puisque maintenant, tous les chefs l'utilisent, et même 4, ils sont nombreux, il doit être utilisé tous les jours. Qui est pas consommable. Et il n'y a pas de consommable. Donc, c'est tout de même très différent du Da Vinci. Et qu'enfin, bon, il y a un contrat de maintenance. Mais donc, c'était ça l'idée. Et on est arrivé à le mettre. Et aujourd'hui, il est vraiment vendu en France. Il y a quasiment toutes les équipes, beaucoup d'équipes otologiques. Alors, comme toujours, c'est les petits chus qui vont l'acheter parce qu'ils perdaient leur implant à mettre, comme Brest, le premier à l'acheter en dehors de Paris, parce que leurs implantés, ils partaient à Rennes. Donc, le directeur l'a acheté. Ils l'ont acheté à Nantes, ils l'achètent à Saint-Étienne, à Nice. C'est plutôt par les endroits qui veulent garder leurs patients qu'ils l'ont fait, comme ce qui était le cas quand j'avais été à Nîmes, où ils avaient acheté le Da Vinci pour garder les prostates et que ça n'aille pas à Montpellier. Bon.
Quand on voit le robot, c'est beaucoup plus un assistant qu'un robot, donc c'est quelque chose qui est un outil un peu polyvalent pour... C'est une assistance robotisée. Voilà, ouais. Ce n'est pas un robot. D'ailleurs, le seul endroit où ça aurait un intérêt, ma réflexion, parce qu'on a mis le navigateur qui a fait la même société pour l'autologie, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt parce qu'on va perdre un temps terrible de rotation de patients. En revanche, dans ce que vous avez vu comme première présentation et dans les sinus, où il y a des zones qui sont très profondes et où il y a beaucoup de repères pour pouvoir naviguer, là, ça aurait un intérêt d'avoir une chirurgie naviguée, soit avec et éventuellement un portendoscope, etc., avec 2 bras. Quoi. La société qui l'a acheté, là, les nouveaux propriétaires depuis 2019 n'ont pas très bien compris qu'on a mis au point quelque chose pour une chirurgie dans un espace restreint qui était l'autologie, parce que moi, j'ai fait que ça dans ma vie, mais qu'on peut l'étendre au sinus, au larynx de l'enfant. C'est-à-dire que quand c'est ce qu'on utilise pour le larynx, le Da Vinci, si on avait nous-mêmes notre propre robot, ce serait beaucoup plus. Ça pourrait être utilisé en ophtalmo. On a parlé de la neurochir, oui, quand on va faire, c'est aussi un espace restreint. Donc, il y aurait des développements en remodifiant bien sûr le robot pour qu'il soit adaptable. Mais bon. Bien.